Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique. Bonsoir à tous et bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme chaque mercredi. Merci Hassan d'avoir présenté le CPP la semaine dernière. Et contrairement à ce que vous avez dit, je n'étais pas en Chine, donc ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Merci à Zohaïla Bolkan d'être avec nous et à Saïd Jafar aussi. Hassan Ouali nous rejoindra pour la deuxième partie de l'émission. On commence. Hassan Ouali l'infâme. Commençons par la traditionnelle question qui nous taraude chaque semaine. Qu'est-ce qui vous a marqué ces 7 derniers jours? Saïd Jafar, vous qui étiez absent pendant longtemps. Ben voilà. Bernie Sanders ne va probablement pas avoir l'investiture des démocrates. Mais il a quand même, c'est un homme exceptionnel. Il a osé dire que Netanyahou est un raciste, hein, il a troublé tout l'establishment démocrate. C'est quand même chapeau. C'est vraiment bien. La gauche américaine a du sens. Un homme qui a toujours été courageux, Bernie Sanders, absolument. Zohaïla Bolkan, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? En fait, il y a plusieurs images. Bon. Je ne sais pas, est-ce qu'on dit que Hussein Moualik a les 2 images? Vous pouvez, bien sûr. Voilà, donc la première va concerner, pour une fois, ma petite personne. Oui. C'était ce vendredi. Oui. Un des vendredis, de mon point de vue, les plus beaux. Oui. Donc, suite à cette éviction du journal Reporter, ce jour-là, donc les gens du Hirak, le Hirak, imaginez un moment. Ils vous ont porté comme un entraîneur de foot, on voilà, a vu les images. Donc ça m'a beaucoup touché. Ça c'était. Et la deuxième image, bon, c'est ce mardi, donc les étudiants qui, là il faut le reconnaître, donc une chose, c'est qu'ils réagissent, ils sont donc vraiment c'est des réactions du tac au tac. Par rapport à ce qui se passe dans le pays, par exemple, ils ont rendu hommage aux Harraga de Guelma qui sont morts, donc en mer. Ils ont répondu à Chitour. Chitour, c'était par rapport à sa déclaration que les étudiants ne devraient pas se mêler de politique. Et là, donc, les réponses, que ce soit dans les pancartes ou dans les slogans, c'était, une pancarte notamment qui posait la question qu'aurait fait Chitour en 56. Aurait-il rejoint le 19 mai 56? Aurait-il continué paisiblement ses études? Voilà, donc, c'est ces 2 images-là qui... Renvoyé de reporter parce que Hirako compatible? Voilà. C'est ça? Parce que c'est pas bien de nos jours d'être trop Hirako compatible. Hassan Radi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Écoute, moi, c'est pas vraiment une image, Khaled. C'est un ras-le-bol. Moi, c'est la poursuite des procès. Le fait que 3 mois après, on nous a annoncé une nouvelle ère avec le nouveau président nommé, etc. Farhad Ali nous avait dit dans la semaine qui va suivre, à partir de ce plateau, voilà, tout le monde va être libéré, on va passer à autre chose, on va construire une nouvelle institution. On est toujours dans les procédures. Il y a ce matin encore Mustafa Bdjaba qui est poursuivi, à qui on a renouvelé l'ISTN, qui est journaliste à Annaba. Il y a Saïd Boudour qui est poursuivi, qui risque de passer devant la cour criminelle. Il y a des journalistes en prison. Il y a Zramate qui vient nous dire qu'il n'y a aucun journaliste en prison, c'est un mensonge sans nom. Et il y a un ministre qui essaie de nous expliquer que la situation est en train de s'améliorer, etc., celui de la communication que je ne vais pas nommer.
C'est-à-dire que après une année où on est censé avoir de nouvelles conquêtes, qu'on soit encore sur la défensive, sur des dossiers comme ça, où les libertés sont piétinées, où les procédures sont laminées. Aujourd'hui encore, avec le procès Tabou et le réquisitoire de 4 ans, on va en parler, de 4 ans de prison du procureur. Voilà, moi je pense que si on devait tout résumer, chaque semaine on a le même problème, on parle des procédures, etc. Barakat. On doit passer à autre chose. C'est ce ras-le-bol qui incite tous les Algériens à poursuivre cette marche. La marche de Hirak, la marche de la protestation et de la mobilisation. Dans leur esprit, c'était censé l'arrêter. Oui. Mais en fait, à chaque fois, ils font de faux calculs. Ça entretient de plus en plus fortement des gens dans leur détermination à sortir dans la rue. Voilà. En parlant des procès, oui, Zohir Abakan. En parlant justement de ces procès, peut-être on évoque Tabou, Boumala, etc. Mais on oublie aussi qu'à côté, il y a des anonymes. Par exemple, la jeune Yasmine qui était inconnue il y a déjà 2 semaines. Il y a quelques 2 semaines. Yasmine, c'est Hadj Mohand. Mohand, oui, la franco-algérienne, c'est bien ça, oui. Qui se retrouve en prison, donc pour avoir, sous le prétexte qu'elle a filmé. Et puis on fouille son portable et on trouve des images avec Amir DZ, etc. Et donc on accentue le truc. Là aussi, ça a été un procès retentissant qui a duré jusqu'à 1h10 du matin. Et le plus, ça aurait été aussi une autre image, c'est imaginer Yasmine, c'est Hadj Mohand, au tribunal de Sidi Mohamed de 9h du matin jusqu'à 1h du soir, et cette bonne femme n'a pas eu droit à un repas convenable. Ça, il a fallu un moment pendant l'audience lui trouver une orange, parce qu'il n'y avait rien à manger. Et en parlant de procès, donc il y a le procès Karim Tabou qui a commencé aujourd'hui et qui se poursuit au moment où nous sommes en direct. Il y a des centaines de gens qui sont présents à l'intérieur et à l'extérieur de la salle. Vous y étiez. Avant de parler de l'actualité du réquisitoire, l'ambiance, elle est vraiment à la solidarité, au soutien indéfectible avec Karim Tabou? Absolument. Ce qui s'est passé, c'est que depuis ce matin, donc le tribunal était assiégé. D'ailleurs, les policiers ont dû à un moment évacuer la foule qui s'est accumulée qui s'est stationnée devant l'entrée principale. Il y a eu même quelques interpellations. On apprend qu'ils ont été relâchés. Ensuite, toute cette foule s'est déplacée rue de la Liberté, donc le lieu habituel. Et du jamais vu. C'est-à-dire, on a eu des rassemblements. Moi, personnellement, j'ai couvert la dizaine ou la douzaine de rassemblements devant le tribunal. Jamais on n'a eu autant de monde. C'était fabuleux. D'ailleurs, c'est simple. À un moment, aux alentours, il y a eu une pénurie de bouteilles d'eau petit modèle. Donc, on n'en trouvait plus. Voilà, pour vous dire. Comment expliquer? Oui, allez-y. Alors là, pour le déroulement il y a deux choses importantes à relever. C'est que la juge a empêché Karim Tabou d'évoquer la question de l'identité dans son intervention, dans son plaidoyer. La deuxième, c'est que, pour une fois, comme je l'ai dit, Karim Tabou fait tomber un tabou où il dit « Je défie Zermati d'ouvrir une enquête sur ce que j'ai subi à la caserne Antar. » Ça, il l'a dit, donc... ça, c'était les deux faits un peu... Karim Tabou a dit qu'il a été violenté dans cette caserne. Apparemment, puisqu'il dit... Il a été frappé même avec des menottes, c'est bien ça. Voilà, puisqu'il dit que je défie Zermati d'ouvrir une enquête sur ce que j'ai subi à la caserne Antar. Voilà ce qu'il... Ihsan Qadi, le procès, 4 ans requis par le procureur, est-ce que ça a une signification? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que le réquisitoire, en fait, dans ce pays, ne veut absolument rien dire par rapport à la décision finale? Oui, si on devait comparer avec l'affaire précédente, pas celle de Mombala, mais celle d'avant, effectivement, il y a un réquisitoire qui a plutôt été un plaidoyer pour la libération des détenus et qui s'est avéré à la fin. Le juge a condamné à des peines fermes, notamment les militants de rage. Donc ça ne veut pas dire grand-chose.
Nous sommes dans un combat d'arrière-garde du régime, un héritage de l'été dernier qui débouche sur une entropie complète parce qu'on a des décisions qui sont contradictoires dans le même tribunal, on a pour des mêmes chefs d'accusation des condamnations qui sont pas semblables, sur le plan de la jurisprudence, c'est de la folie furieuse. Et donc, en fait, ça rend compte de combien l'État est devenu démembré, est devenu complètement désorganisé. Sa désorganisation s'est accélérée depuis le décès de Ahmed Gaïd Salah, qui donnait une orientation globalement homogène, même si, à l'époque, il faut le relever, il y avait des juges qui avaient résisté. Saïd Jafar. Oui, moi je pense qu'il y a un problème de pilotage après l'élection. Comme le rappelait Hassan, ils étaient censés entrer rapidement dans une logique d'apaisement, du moins en libérant toutes les personnes arrêtées. Là, c'est incohérent, comme on a des jugements qui vont à l'encontre. On a un procureur qui a même fait plaider en fait pour les acquis, qui se retrouvent d'ailleurs mutés à Gmar. Hein. Mm-hmm. On est dans une situation où il n'y a pas de logique apparente. C'est-à-dire, il y a un problème de pilotage. Parce que, en termes d'autonomie de la justice, personne ne veut croire que les choses viennent de changer subitement après l'élection. Donc, il y a toujours de l'injonction, même si ce n'est pas indirect, etc. Et donc, on peut se demander qui fait quoi et c'est quoi le but. Oui, Zoher. Justement, ça me fait penser à autre chose. C'est qu'il y a en ce moment, il y a beaucoup de procès en appel pour les détenus du drapeau Amazigh et des détenus d'opinion. Et ce qui est étonnant, c'est que les réquisitoires donc, du procureur sont un cran au-dessus de ce que des premiers réquisitoires. Voilà, des premiers réquisitoires. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça voudrait dire on est en train de serrer la vis ou là. Hassan, comment expliquer le fait qu'on libère des gens et qu'il y a encore des militants qu'on refuse encore de libérer? Est-ce que c'est la décision de Tebboune? Est-ce que c'est les restes de l'ère Gaïd Salah? Je parle évidemment des cas tabous, mais surtout du cas oublié de Abdelwahab Fersaoui, le président de Raj. Moi, je pense que c'est un peu comme quand il y a un projet, une feuille de route qui sont lancés, et puis dont les concepteurs ont disparu. Enfin, cette feuille de route, c'était celle d'Ahmed Gaïd Salah, c'était de réprimer le Hirak en choisissant des têtes considérées comme telles, pour notamment faire passer le rendez-vous de l'élection présidentielle. Et puis voir, hein, parce que finalement, ça pouvait être une monnaie d'échange, parce qu'il y a le débat, c'est un débat qui existe. J'ai encore croisé des posts sur ce thème. Le pouvoir a réussi sa stratégie en captant une partie de l'énergie du Hirak dans la lutte pour libérer les détenus, alors que ce n'est pas le grand objectif. Le mouvement populaire étant sorti pour faire le changement, etc. Si on se retrouve à nous mobiliser, comme aujourd'hui devant le palais de Abd al-Hamdan, on est en train de gaspiller de l'énergie, alors que notre feuille de route, c'est autre chose. Il y a ce point de vue qui prête au pouvoir l'idée que, en fait, c'était une stratégie gagnante que d'avoir détenu, arrêté une dizaine de responsables connus. Et en fait, moi, je pense que on doit faire le bilan de cette orientation. 1, elle n'a pas empêché le mouvement populaire de se poursuivre. 2, elle n'a pas empêché le mouvement populaire de rejeter l'élection du 12. 3, pour ceux qui considéraient que quelque part il y avait une bonne volonté du côté du pouvoir, parce qu'en fait c'était ça, une fois que Al-Majid Tebboune s'est installé à Al-Mouradia, il s'est trouvé un point de vue dans la société qui nous a été rapporté ici. Enfin, je pense à notamment quelqu'un comme Sofiane Djilali qui a été le rencontrer, le point de vue qui veut qu'on prête une période de grâce à ce président qui a de bonnes volontés de réforme, d'ouverture, etc. Et donc, en réalité, le critérium d'évaluation de la bonne volonté de ce régime, ça a été très, très vite ces détenus. Et surtout que sur ces détenus, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas réellement bougé, puisqu'on est en début mars et qu'on est toujours avec des procès, avec des réquisitoires, tu fais bien de le rappeler, Zoher, de ce type, qui montrent clairement qu'on est toujours sur la feuille de route répressive. Et on n'arrive pas à en sortir. Pourquoi on n'arrive pas à en sortir? Parce que le message que veut continuer de donner le régime,
c'est qu'il ne va pas ouvrir, c'est qu'il ne va pas laisser d'espace aux libertés. Et donc, là, le premier lieu où il peut faire passer ce message-là, c'est dans les réquisitoires, c'est dans les condamnations, c'est dans les interpellations pour continuer à faire peur, etc. Nous sommes toujours sous l'emprise de l'ère de Ahmed Gaïd Saleh en termes de réponse au mouvement populaire. J'ajoute, on est toujours sous l'emprise de l'ère Ahmed Gaïd Saleh dans la réponse, parce que de l'autre côté, à la chambre d'appel, il y a le seul volet sur lequel l'armée a réagi, pour au moins réagir à quelque chose, c'est celui de la supposée lutte contre la corruption. On a le procès des oligarques et du financement de la campagne pour le 5e mandat des 2 premiers ministres, etc. C'est-à-dire qu'on a le tableau de l'été dernier qui est toujours en place. Et il n'y a absolument rien de nouveau sur l'horizon. On peut aussi inverser les choses. Est-ce que l'élection présidentielle aurait pu avoir lieu sans des arrestations? Ma réponse est oui. C'est-à-dire, il n'y avait pas dans la rue une contestation violente qui aurait empêché le niveau de participation tel qu'il existe. Avec ou sans des arrestations, on l'aurait eu. Donc, je ne pense pas que les arrestations étaient principalement motivées par la tenue de l'élection présidentielle. L'objectif, c'était bien de pousser les Algériens à rentrer chez eux et à arrêter. C'est ça l'objectif, d'en mettre fin au Hirak, l'objectif premier, parce que la présidentielle, je suis convaincu qu'il l'aurait fait de toute façon, hein, et il aurait eu globalement le nombre de votants très peu important, hein, qui l'ont eu. Voilà. Les arrestations n'étaient pas nécessaires pour la présidentielle. Hein. Je voulais juste ajouter un petit truc avant de donner la parole à Zohair. Tu as évoqué juste la liste des détenus. Le cas de Wahab Falsaoui, le président de Raj. Le président de Raj. Quand on voit que c'est le seul pour lequel on n'a pas encore arrêté une date de procès, de mon point de vue, ça montre le niveau de déliquescence politique de la police politique d'aujourd'hui, de la fin des années Bouteflika, etc. C'est-à-dire c'est une incompréhension complète de ce que propose le mouvement populaire, de tous les militants, sans faire injure aux grands militants que sont Fodel Boumala, évidemment Karim Tabou, Samir Blarbi et Mssoussi, etc. Falsaoui incarne la plus grande sagesse populaire. Il incarne tout ce que le Hirak porte en lui, à la fois le caractère radical dans ses revendications, mais en même temps la volonté de préserver le pays, de le construire, de faire des passerelles, de discuter avec les autres. Falsaoui a passé l'été dernier, avec d'autres camarades de la société civile, à aller rendre visite aux acteurs de la société civile, mais aussi aux acteurs politiques, sans aucun sectarisme, c'est-à-dire parler avec Jabla, avec Mokri qui aujourd'hui tient un discours odieux, avec tout le monde, les féministes, etc., pour essayer d'apporter une réponse politique qui était, de mon point de vue, qui aurait aidé le régime à se projeter dans l'avenir et à sortir tout le pays de la crise. S'il y a bien un militant qui pouvait aider à construire une vraie solution de transition démocratique avec de l'intelligence en faveur de tout le monde, c'est bien Falsaoui. Et les notes des services, c'est sur Falsaoui qu'on veut s'acharner, on le laisse en dernier. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris à ce qu'est le Hirak et à ce que génère le Hirak comme solution. Zohair. Moi, je pense qu'il faut revenir. Il y a une histoire de timing dans ce qui s'est passé. C'est le choix, par exemple, des arrestations, la fameuse décision de Gaïd Saleh qui, si on se rappelle, donc on a eu le fameux 2 avril, donc destitution application de l'article 102. Bouteflika n'est plus président. Je pense que Gaïd Saleh a dû penser un moment que c'est bon, les choses allaient rentrer dans l'ordre. Ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, on a eu, entre le 2 avril et à peu près 2 semaines après, le fameux 12 avril, où il y a eu ces affrontements donc, qui ont décidé d'une reconfiguration géographique du Hirak, puisqu'on a fermé à Alger notamment, donc la Grande Poste, le tunnel des facultés, etc. Et puis l'autre phase, c'était donc d'inventer cette histoire de drapeau, qui n'avait aucun sens a priori, si ce n'est de créer donc une zizanie à l'intérieur même du Hirak qui n'a pas marché. Parce que si on se souvient bien, au début du Hirak, s'est posé le problème du drapeau. Beaucoup de gens disaient il y a une seule raya wahda.
Pas de trucs. Et moi, je me souviens très bien que beaucoup de gens qui brandissaient le drapeau amazigh étaient apostrophés par d'autres gens qui leur disaient non, anna raya wahda, et puis etc. Bon. Donc tout ce qu'ils faisaient produisait le contraire c'était le contre-productif. Ensuite, quand on arrive en septembre, donc la rentrée sociale, avec l'arrestation des principaux, de ce qu'on peut appeler comme leaders, etc., c'était surtout, moi, je pense que, comme le dit Ihsan, ils n'ont rien compris, ils pensaient que c'était ça, les leaders, c'était ça, les têtes du Hirak. Et qu'en éteignant le Hirak, donc on arrêtait cette dynamique-là, et ça n'a pas marché. Saïd ? Oui, en fait, le rêve en réalité, c'est d'avoir des gens qui disent c'est nous le Hirak pour qu'ils puissent les arrêter. Le problème, c'est qu'ils se rendent compte. Le problème, c'est qu'on se rend compte que ils peuvent arrêter les gens, le Hirak continue. C'est un mouvement, vraiment un vrai mouvement populaire. Et là, ils n'ont pas l'habitude de ça. Je pense que le problème, c'est que ils ont l'habitude de réfléchir avec des logiciels anciens, de dire, voilà, c'est des agitateurs, des mouchawichines, etc. Or là, ils n'ont pas pris la mesure que c'est un mouvement de la population. On ne va pas empiéter sur la deuxième partie. Une question, Abdelmajid Tebboune peut-il libérer tout le monde ou ne veut-il pas libérer tout le monde? Moi, j'ai envie de dire quelque chose quand même sur le fils d'Abdelmajid Tebboune. On a dit à un moment donné sur le fils, oui, sur le fils d'Abdelmajid Tebboune. On a oublié au Brésil. Beaucoup de gens ont dit qu'Abdelmajid Tebboune ne peut pas bouger sur la ligne sur le front des. Enfin, bouger, ça veut dire quoi? Ça veut dire à Zermati d'arrêter de faire du zèle. Voilà, d'arrêter de faire, parce qu'en fait il fait du zèle, un ministère public qui punit, il fait du zèle. Le parquet peut ne pas faire appel. Quand il y a le relax, il peut ne pas faire appel. C'est pas le parquet, le ministère public. Voilà, et donc il aurait pu faire ça. Il se disait que Abdelmajid Tebboune ne pouvait pas le faire parce qu'il avait son fils en prison dans l'affaire de Kamal Boucher. Oui, qui s'appelle Kamal Chiri. Sur la partie immobilière, parce que il faut quand même rappeler qu'il est impliqué sur l'affaire de la promotion immobilière. Il était accusé de l'avoir aidé à obtenir un permis de construire qui lui faisait changer la nature du projet, donc lui faisait changer la nature de ses gains. Parce qu'entre un R+4 et un R+20, on change de dimension sur un projet et grâce à une autorisation qui a été obtenue par de l'influence de C'est l'accusation. C'est l'accusation. Ouais. Le fait que, paradoxalement, moi je pense qu'au contraire, je pense que la détention du fils de Abdelmajid Tebboune aurait dû lui permettre d'être plus à l'aise. Parce que là, visiblement, il a intervenu. Visiblement, il a intervenu pour élargir la date du procès, etc. Ça s'est fait vite. Chiri qui dit qu'il n'a rien à faire, etc. Bon, on sait très bien qu'il a été arrêté à un moment où et que je n'ai offert que des parfums. Voilà. Et donc, maintenant c'est arrivé. Moi je pense qu'avant il était plus à l'aise pour dire moi je n'interviens nulle part. Et donc il y a mon fils et au contraire dire puisqu'il y a mon fils dedans, je laisse la justice décider, etc. Mais aujourd'hui qu'il a fait bénéficier de son autorité son fils, parce que c'est clair qu'il l'a fait bénéficier, il a pistonné son fils. Et nous, on était prudents sur l'indépendance de la justice, on ne voulait pas qu'il intervienne beaucoup, etc. Pas qu'il intervienne pour le reste, c'est qu'on finisse avec ces procédures-là, pour qu'on parle de l'avenir de l'Algérie, des institutions, et qu'on arrête de nous faire peur avec les arrestations. Et pour revenir à ma question, qui était ? Peut-il les libérer ou ne veut-il pas les libérer ? Je dis qu'aujourd'hui, il devrait pouvoir le faire, puisque de toute façon, il est intervenu pour son fils, qu'il intervienne pour les autres. Il peut très raisonnablement demander à la justice d'appliquer la loi. Et on applique la loi, on les libère. Il n'y a pas tout le discours que font les avocats, preuve à la pluie, avec des arguments de droit, c'est tu appliques la loi et tu libères, c'est tout. Donc il peut exiger que la justice applique la loi. On ne va pas utiliser les termes d'indépendance, ça fait un peu trop pour les gens du régime, mais appliquer uniquement la loi. Tout le monde est là. On a un procureur qui a payé pour avoir dit « Moi, je reste dans la loi ». C'est tout. Il faut quand même noter que le climat n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que le logiciel central du système fonctionne exactement de la même manière. On n'a pas réussi à changer les choses. Dans le milieu des chefs d'entreprise,
on a pensé à un moment donné que l'arrivée de Tebboune allait détendre l'atmosphère et qu'il y allait avoir un minimum de sérénité pour que les investissements reprennent, que les banques publiques, les comités de crédit se remettent à travailler, etc. On a pensé cela et puis bon, il y a eu une nouvelle série d'arrestations. Ben Ammar, Metidji, qui sont deux géants de l'agroalimentaire. Ce ne sont pas des secteurs banals ou banaux, on dit banal. Et là, la liste d'autres chefs d'entreprise, c'est une liste d'autres chefs d'entreprise qui pourraient être sur le business, c'est mortel. Bon, je ne sais pas si ils se rendent compte de ce que ça a comme conséquence pour la relance, parce que ce n'est pas le prix du pétrole avec le coronavirus qui va sauver l'année 2020. Voilà. De l'autre côté, sur le personnel politique aussi, aujourd'hui on parle de Bedoui qui pourrait être, qui serait impliqué dans une affaire. Il y a la ministre des TIC qui est aussi qui va être écoutée, etc. Moi je dis, je sais pas, les procédures doivent aller, mais j'ai le sentiment, c'est-à-dire que si ce type de climat doit se poursuivre, il devrait se dérouler au moins de l'autre côté, dans un climat où on ouvre et on laisse les gens parler à charge et à décharge, les médias, les réunions publiques qui sont toujours interdites, on ne peut pas se réunir, etc. Or, il n'y a que la même orientation qui continue. Le peuple algérien, on lui répond en lui disant on est en train de traquer les Saba. Il n'y a que ça. Il n'y a pas l'invention d'un autre pacte avec la société. Il n'y a que ça. Si tu permets, rapidement, je pense que nous ne sommes plus dans la logique des arrestations qu'on a vécues, par exemple, avec Toufiq, Tartag et toute la clique. L'arrestation de Tartag, Toufiq et même Louisa Hanoun, qui est par Saïd et Louisa qui ont payé, donc Louisa qui a payé pour ça. Moi, je pense parce que ces gens-là représentaient pour Gaïd Salah, pour le régime à l'époque, donc des complotistes, donc des gens qui allaient, des stratèges. Et en fait, ils avaient une stratégie de prise du pouvoir, si on veut. Ils les mettent en prison. Et ceux qui ont suivi par la suite, Yahya, Sellal, pratiquement tous les partis de l'alliance présidentielle, etc. Donc c'était les soutiens politiques à cette stratégie de prise du pouvoir. Et tous les oligarques, c'était les financiers de cette stratégie. Donc on a eu toute la série, Haddad. Là maintenant, je crois qu'on n'est plus dans cette logique-là, mais on est dans une logique de règlement de comptes. C'est-à-dire c'est un clan qui règle ses comptes avec un autre clan. Et c'est là où, à mon avis, prise de pouvoir n'est pas le bon mot. Enfin, Bouteflika avait le pouvoir. Ils étaient au pouvoir. Bon, enfin, quand je dis conservation du pouvoir. Voilà, conservation ou puisqu'en fait, ils ont eu ce type de réponse parce que il y a eu un mouvement populaire qui les a dépassés tous. Et donc chacun a essayé d'apporter sa propre solution. Bon, Gaïd Salah a estimé que la solution défendue par Saïd est un complot contre sa personne. C'est comme ça que ça s'est imbriqué, parce que avant ça, Gaïd Salah était dans le 5e mandat. Les gens l'oublient, mais... il faut juste se souvenir son fameux discours en février menaçant le Irak. Merci à vous, restez branchés, le CPP revient dans un tout petit moment. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.